Les survivants des camps ne parlaient pas quand ils sont rentrés. Et pour une simple raison, c'est que personne n'avait envie d'écouter des histoires comme ça. Il y avait d'autres associations aussi, des camps de Bula-Monowitz, l'association des camps de Ravensbrück, il y a eu des camps des autres associations. La plus importante pour les Juifs, c'était Auschwitz. Il fallait créer une fondation. Et ils ont demandé à Marseille, où Denise était présidente de l'amicale d'Auschwitz-Marseille-Provence, de créer cette association pour la fondation Mémoire d'Auschwitz. Ida est devenue présidente de l'association pour la fondation Mémoire d'Auschwitz au bout de quelques années. Entre-temps, avec les biens en déshérence, et il s'est créé la fondation de la Shoah à Paris. Donc il n'y avait aucune raison de continuer à faire une deuxième fondation. On a changé la dénomination de l'association. Ce s'est appelé Association Fonds Mémoire d'Auschwitz. On a pensé qu'il fallait continuer à travailler dans les établissements scolaires pour témoigner et organiser des voyages de la mémoire sur le camp d'Auschwitz-Birkenau chaque année. On a eu des contacts naturellement avec le rectorat et en particulier le plus important, c'était les professeurs d'histoire des établissements. Il y avait Denise, il y avait Vivette Baharlia, il y avait Maude Bloch, il y avait Albert Véicide qui était un petit cousin, moi, il y avait Israël Attali qui faisait des témoignages, il y avait Raphaël Cohen, tous ces survivants qui continuaient, qui militaient au sein de l'amicale d'Auschwitz, faisaient des témoignages. Et bien entendu, ils ont pensé que l'AFMA devait prendre la suite. Parce que ce jour où il y aurait plus de déportés capables de continuer à travailler, il fallait que le relais soit pris. On a donc créé l'AFMA à Marseille, avec donc Ida Palombo qui a pris la présidence, j'étais le secrétaire. Au sein de cette AFMA capable de continuer, il y avait Victor Algazi qui était un bon travailleur, et puis il y avait Albert Aben. Alors Albert Aben, c'était un garçon qui a milité depuis le début à l'amicale des déportés d'Auschwitz, et même au moment où, à la fin de la guerre, on a créé ce monument au cimetière israélite de Marseille, dans lequel il y a une niche, et Albert Aben avait fait sur un cahier, avait inscrit les noms de déportés qui étaient dans cette niche. Et Ida soulève l'histoire de ce cahier, et elle dit il serait bon qu'on complète ce cahier. Et il y avait mon épouse, à ce moment-là, qui était aussi membre de l'AFMA. Et ma femme dit, mais il vaudrait mieux faire un mur. Et il y a une réunion au consistoire. Au cours de cette réunion, il y a Denise Torres-Martin, il y a Ida, bien entendu, il y a moi, et il y a Albert, Aben, et il y a Marceli Correva, qui était membre du consistoire à ce moment-là. Sur la proposition de Roland Drey, on fait le mur en bas dans la cour. Dans la cour du consistoire. C'est une idée. On peut faire un devis par Claude Nadjari, qui est architecte, nous propose des plaques en acier inoxydable avec les noms découpés à l'intérieur pour que même au fil du temps, ça ne s'abîme pas. Et on décide donc de faire ce mur dans l'enceinte du Grand Camp. Le château de la Verdière avait été installé par la police française et où on avait interné là-bas des enfants, bien souvent avec leur maman, qu'on avait raflé. La Gestapo débarque au château de la Verdière. Ils vont rafler les 30 enfants qui se trouvent là avec leur maman. Et la directrice du château, qui s'appelait Madame Salomon, qui n'a pas voulu laisser les enfants partir seuls. Ils ont tous été déportés à Auschwitz pour
remémorer cette histoire du château de la Verdière, Albert Abel s'était investi. S'était investi avec une professeure d'histoire qui a retrouvé toute l'histoire de chaque famille avec tous leurs noms. Chaque année, on commémore la rafle des enfants de la Verdière. C'est comme ça que j'ai accompagné Henriette Cohen, j'ai accompagné Dapalobo, j'ai accompagné Denis, j'ai accompagné Vivette, j'ai accompagné Albert Vélicy, je les ai accompagnés. J'étais toujours épaté parce que chaque histoire d'un déporté n'était pas la même que l'autre. Ils avaient tous une histoire particulière, chaque déporté. Même si ils avaient vécu dans le même camp, leur histoire était différente. J'ai continué à faire des témoignages avec Henriette, où j'ai fait des témoignages avec d'autres personnes. Et puis, petit à petit, malheureusement, ils sont partis. Jusqu'à maintenant, il y avait la petite fille d'Henriette Cohen, Élise Cohen, qui m'accompagnait chaque fois. Et maintenant, je continue tout seul. Je vais tout seul raconter. Alors, c'est vrai que je raconte un peu l'histoire, entre guillemets, l'histoire des rafles, l'histoire, comment ça s'est passé, comment la France a été divisée en deux, comment il y avait des camps d'internement, comment il y avait la différence entre les camps d'internement et les camps. Je raconte, et puis je raconte mon histoire. Et je continue, et c'est important.